En août 1942, Churchill va à Moscou avec Harriman, l'ambassadeur de Roosevelt, pour rencontrer Staline, qui réclame l'ouverture d'un second front à l'ouest. Churchill affiche son fameux V de la victoire, mais il est bien obligé d'avouer à Staline que les Alliés ne pourront pas soulager la pression allemande sur le front ouest. Harriman promet plus d'aide, mais Staline est furieux. Il sait qu'il devra lutter seul contre Hitler. Alors il nomme à la défense de Stalingrad l'un de ses plus rudes hommes de main, l'Ukrainien Nikita Khrouchtchev, déjà responsable de massacres staliniens avant la guerre. Khrouchtchev transmet l'ordre de Staline de ne plus reculer. Il fera fusiller 15 000 de ses hommes, des soldats soviétiques, pour manque de courage. Mais il ne peut empêcher l'avance allemande, jusque dans les faubourgs de Stalingrad. Début septembre 1942, Paulus parvient à la ligne de chemin de fer qui va à Moscou, puis réussit à la remonter et prendre la gare centrale de Stalingrad. Les Stuka se préparent à détruire ce qui fut l'orgueil de l'Union soviétique, la plus belle ville industrielle du monde communiste, faite pour le bonheur des ouvriers. La cité Jardin, les usines Octobre Rouge ou Barricade. Les bombardements allemands tuent des milliers de civils. La gigantesque usine des tracteurs qui produisait les chars T-34 n'est plus qu'un océan de ruines. Mais ces ruines sont autant de blockhaus, de forteresses que les Allemands doivent prendre au corps à corps, au prix de lourdes pertes, qui ne sont pourtant rien à côté de celles des Russes. En 4 semaines de combats acharnés, les Allemands réussissent à gravir le seul point élevé, la colline Mamaïev. De là, ils peuvent contrôler l'ensemble de la ville. Le 15 octobre 1942, les Allemands atteignent leur but, le grand fleuve russe, la Volga. Seule une mince bande de terre est encore aux mains de quelques soviétiques. Le général Paulus peut donc annoncer à Hitler que la 6e armée occupe la ville, sur laquelle flotte désormais la croix gammée. Hitler fait frapper la médaille commémorative de la prise de Stalingrad. Il exulte. Il réunit ses complices, Göring, Goebbels, Himmler et ses fidèles. Et il leur dit: « Je voulais la prendre, cette ville de Staline.
Nous avons fini par l'avoir. Et aucun bateau ne peut plus remonter la Volga. Et ça, c'est l'essentiel. Fin octobre 1942. Adossée au fleuve, la ville de la Volga résiste encore. Les soldats allemands écoutent le Führer à la radio. Nous avons pris Stalingrad. Il ne reste plus que quelques points de résistance. Nous les prendrons les uns après les autres. C'est une question de temps. Pour Hitler, Stalingrad est devenu le symbole de la victoire sur la Russie. Après 2 ans de guerre à l'Est, le front piétine. Au nord, les Allemands encerclent toujours Leningrad. Après 700 jours de siège, les Soviétiques ne faiblissent pas. Au centre, l'objectif, Moscou, est toujours un mirage pour les Allemands. Au sud, la progression vers le pétrole de Bakou s'arrête dans les monts du Caucase. À Stalingrad, des Russes tiennent encore. Contrairement à ce qu'affirme Hitler, les bateaux soviétiques traversent toujours la Volga pour amener des renforts. Chaque jour, des milliers de jeunes hommes, parfois sans armes ni formation militaire, sont déversés sur les berges. Ceux qui reculent devant les obus allemands sont impitoyablement abattus par les commissaires politiques. Un officier, le colonel Loudnikov, dit « Nous nous battons pour chaque mètre de terre. Mais notre maître est différent. C'est le maître de Stalingrad. Chaque centimètre compte. Nous mordons la terre. Nous ne reculons pas. » Les Allemands cherchent à les débusquer au lance-flammes. C'est l'enfer de Stalingrad. Les sacrifiés et tous les soldats russes du front écoutent, le 7 novembre, anniversaire de la Révolution, leur chef suprême, Staline, prononcer ces paroles inattendues. Demain, on dansera dans nos rues. Parce que le général Zhukov, l'homme qui a déjà sauvé Moscou, a un plan. Tenir ces îlots de résistance jusqu'au bout pour fixer dans Stalingrad l'armée allemande du général Paulus. Sur l'autre rive de la Volga, Zhukov rassemble toute une armée dans le plus grand secret. Tous doivent prêter serment à Staline. Товарищ Сталин! Товарищ Сталин! Клятвенно обещаем! Клятвенно обещаем! Что не пощадим! Что не пощадим! Своих сил! Своих сил! Крови! Крови! И самой жизни! Самой жизни! L'Union soviétique tout entière travaille, malgré les destructions et la perte du quart de son territoire, à donner à cette nouvelle armée un énorme matériel.
les usines, déplacées et remontées aux portes de l'Asie, tournent maintenant jour et nuit. Là aussi, le sacrifice humain est terrible. Dans cet hiver de 1942, dans leurs ateliers sans chauffage et parfois même sans toit, les femmes ont froid. Elles ont faim, elles meurent d'épuisement, mais la production industrielle soviétique est décuplée. À 2000 km de là, autour de Stalingrad, les Allemands profitent d'un repos à l'arrière, en attendant de retourner se battre contre les derniers points de résistance russes. Les flancs de l'armée allemande sont tenus par des unités des pays satellites du Reich, des Roumains, des Hongrois et des Italiens, qui n'imaginent pas le danger qui les menace. À quelques kilomètres de là, les soldats soviétiques se préparent à l'assaut. Leur haine est implacable. Ils sont plus d'1 million. Ils doivent se ruer sur les unités ennemies les plus faibles pour encercler l'armée allemande qui occupe Stalingrad. À 5 heures du matin, 3000 canons et orgues de Staline écrasent les lignes ennemies. Le soldat italien Eugenio Corti témoigne. Les roquettes tombaient avec la rapidité de la grêle. La terre était secouée comme par un séisme. L'immense armée de Zhukov passe à l'offensive. Les Hongrois n'avaient pas assez de munitions. Les Roumains n'avaient pas d'armes anti-chars. Les Italiens ont laissé leur vie. Les deux armées russes, du nord et du sud, font leur jonction, magnifiée par le talent des cinéastes soviétiques. Les Allemands voient les chars russes refermer le cercle autour d'eux. La 6e armée du général Paulus est prise au piège de Stalingrad. Hitler est dans son chalet du Berghof, à Berchtesgaden, son repère des Alpes bavaroises. C'est là qu'il apprend la nouvelle de l'offensive soviétique. Sa première réaction est de dire à son entourage « Il faut cacher cette nouvelle au peuple allemand ». Il part vite pour son quartier général de Prusse orientale en précisant « Si la 6e armée se retire de Stalingrad, la Wehrmacht n'y retournera jamais ». Paulus pourrait encore briser l'encerclement, mais il lui faudrait désobéir. Car en arrivant à la tanière du loup, Hitler lui a envoyé ce message. « Restez sur place, une armée va venir vous délivrer. » Mais aucune armée ne parviendra jusqu'à eux. Et les avions de la Luftwaffe seront incapables de les ravitailler suffisamment, malgré les promesses de leur chef, Göring. À Noël, la ration est réduite à 50 grammes de pain et 12 grammes de graisse. Le soldat infirmier Paul Gerhard Müller, 30 ans, écrit « Ma très chère Magdalena, cette lettre est une tentative, probablement la dernière d'entrer en contact avec le monde extérieur. Mon amour,
Je ne veux pas te faire de peine inutilement, mais tu dois savoir ce qu'il en est ici. Tous ces blessés, la misère de la situation actuelle, dépasse de loin ce que nous avons vécu. Je te remercie encore une fois pour toute ta fidélité et ton amour. Je t'ai trop souvent causé du chagrin. Cela m'attriste profondément. Pardonne-moi. Le lieutenant von Lebeke dit: dans nos radios, on entendait un Russe nous répéter en allemand: toutes les 7 secondes, un soldat allemand meurt en Russie. Stalingrad, Massengrab. Stalingrad, fosse commune. Sa crainte, c'était qu'Hitler n'obtienne une paix séparée des Alliés pour concentrer ses forces contre lui. Il lance son offensive pour achever la bête tapie dans les ruines de Stalingrad. Le capitaine soviétique, Joseph Prautov, écrit à sa femme: je me sens mieux maintenant. Nous avons pris le dessus sur ces serpents. Nous en capturons un grand nombre. Ils commencent à payer pour le sang qu'ils ont versé, pour les larmes de notre peuple. Je vais bientôt revenir. Je t'envoie 500 roubles. Joseph. Les Russes atteignent le centre-ville. Face au drapeau rouge, le magasin Univermag, où se terre le chef de la 6e armée, le général Friedrich Paulus. Ces hommes se rendent. Paulus aussi. La veille, Hitler l'a nommé maréchal, en pensant que son honneur l'obligerait à se suicider. Mais Paulus, écœuré par l'absurdité des ordres d'Hitler, brisé nerveusement, épuisé par la dysenterie, se laisse capturer. Pour les Russes, le maréchal Paulus est une prise exceptionnelle. C'est lui qui avait conçu le plan d'invasion de l'Union soviétique, l'opération Barbarossa. Les soviétiques n'arrivent pas à y croire et lui demandent son livret militaire pour être sûr de son identité. Paulus va collaborer avec les Russes et faire condamner ses anciens chefs, comme Keitel, au procès de Nuremberg. Il choisira de vivre en Allemagne de l'Est. Il a agi surtout par rejet de la folie hitlérienne, comme beaucoup de ses hommes. Au diable Hitler, ose marmonner les prisonniers allemands avec les quelques mots de russe qu'ils connaissent. Nous voulons rentrer chez nous. On peut imaginer l'émotion de tous les peuples occupés. Après la défaite de Stalingrad, l'espoir renaît. Bien entendu, les actualités allemandes ne montrent aucune de ces images. Et Hitler dit: il ne faut pas employer le mot capitulation. Il faut expliquer que nos hommes n'ont pas eu de ravitaillement. C'est pourquoi ils ont été battus. Il faut employer le mot sacrifice. Les nazis veulent tirer de ce désastre national le moyen de galvaniser le peuple allemand. Et c'est le ministre de la propagande, Goebbels, qui se charge de cette mobilisation générale, de toutes les énergies et de toutes les ressources.